Voilà. Thomas d'Aquin faisait remarquer que la personne humaine est digne parce qu'elle est libre. L'éminent philosophe l'affirmait pour rappeler que la liberté, droit naturel fondamental et imprescriptible de l'homme, est à la fois un attribut et un moyen d'expression de la dignité. Mais avec le triomphe de l'idéologie libérale en 1789, la liberté s'est définie par rapport à l'individu. Et dans ce sillage dont nous avons vu apparaître beaucoup de libertés individuelles, parmi lesquelles la liberté de procréation. La procréation, disons-le tout de suite, figure parmi les plus grandes ambitions humaines. Et le docteur Donfa encore nous montrait comment justement cela semble un drame quand on n'a pas l'enfant. Aujourd'hui, on réclame le droit à l'enfant, mais l'homme aussi justement entre le trop plein de liberté. J'ai la liberté d'avoir l'enfant quand je veux et comme je veux. Alors, dans la liberté de procréation se décline donc en deux versants. La liberté positive et la liberté négative. La liberté négative, c'est celle de refuser d'avoir de l'enfant si le moment choisi ne s'est pas présenté. Et alors, on peut choisir d'avorter, on peut choisir d'utiliser la méthode contraceptive, on peut choisir également d'autres méthodes antinatalistes. On peut choisir donc de changer de sexe. Donc le transsexualisme vise également toujours à promouvoir la liberté de procréation. Le versant positif, c'est que je peux donc choisir d'avoir de l'enfant et passer donc par une procréation charnelle, dont le professeur comme vous a entretenu tout à l'heure, donc passer par des rapports sexuels, ou une procréation non charnelle, la PMA, la gestation pour autrui. Et aujourd'hui, donc, avec d'autres possibilités que le droit nous donne justement, avec justement tous ces paravents et tout ce qui peut avoir comme extension l'eugénisme, le clonage. Et donc aujourd'hui, voilà la question. Et justement, cette trop grande liberté de procréation rentre en but avec la dignité humaine qui est le principe matriciel de tous les droits fondamentaux. Donc, qui est en réalité la limite que la liberté ne doit pas dépasser la dignité humaine. Mais quand on observe donc la propension que la liberté de procréation prend ces derniers temps, on se rend compte que les rapports entre liberté et dignité humaine sont des rapports de tension et même des rapports d'emprise, donc d'ascendance. La liberté de procréation désormais a une grande ascendance sur la dignité humaine. Et justement parce que c'est vrai, l'homme accouche, l'homme procrée, la femme procrée, mais c'est la femme qui accouche. Et généralement, donc, toutes ces libertés sont réclamées généralement en faveur de la femme qui défend son droit à disposer de son corps, à avoir une carrière épanouie, son droit à la santé. Et voilà pourquoi justement cette liberté de procréation a des accointances avec le droit à la santé, les droits reproductifs. Donc, voilà pourquoi nous avons donc d'une part remarqué que il y avait donc un renforcement de la liberté de procréation de la femme. Et d'autre part, nous avons remarqué donc qu'il y avait l'affaiblissement de la dignité de l'embryon. La femme, justement, on estime que l'embryon est une part du corps de la femme, tant que le bébé est encore dans le sein. Et à 2 semaines, on estime que à 2 mois et voire 3 mois selon les législations, on estime que la femme peut librement avorter l'enfant parce qu'elle a le droit d'avorter, ou bien de l'autre côté, au Cameroun, on parle encore d'avortement. En France, on parle d'interruption volontaire de grossesse. Donc, la femme a cette possibilité donc de se faire avorter, d'expulser donc l'embryon de son sein au nom de sa liberté de disposer de son corps.
Et à côté de cela, elle peut donc, pour retarder toujours la maternité, utiliser des méthodes contraceptives, même sans l'accord de son conjoint. Même sans l'accord de son conjoint. Parce que justement, ce droit est protégé. Et davantage, c'est protégé en France au point où on a même pu créer un délit d'entrave à avortement. Donc, la femme a cette possibilité d'avorter au point où, si vous mettez même son chemin, ou bien vous conseillez autrement, alors vous pouvez être sanctionné pénalement. Et la femme également a la possibilité de se dire, bon voilà, moi j'ai plutôt des sensations, et la sensation que je suis plutôt un homme et une femme, et alors changer de sexe. Tout simplement justement parce qu'elle a la liberté de disposer de son corps. Maintenant, de l'autre côté, il y a que la vie humaine n'est plus protégée. Parce qu'il y a cette distinction entre vie humaine ou personne humaine et personne juridique. Et en tant que juriste, nous savons que seule la personne juridique a droit à une protection. Bon. Pourtant, la vie humaine ou bien la personne juridique, avant d'être personne juridique, commence par être d'abord une vie intra-utérine. Et alors, donc, à ce moment, nous sommes en train d'arriver à une diminution ou bien à un attentat contre l'espèce humaine par le phénomène d'avortement. Et la femme a la possibilité de repousser les maternités aussi loin qu'au possible tant qu'il faudrait poursuivre sa carrière. Et de l'autre côté, on lui donne un paravent qui est la PMA. Oui, on peut parler de problèmes d'infertilité, mais avec l'âge, la science l'a démontré, cela devient difficile pour la femme de concevoir. Alors, elle repousse sa maternité et une ou deux fois, elle fait 2 tentatives et on parle des problèmes d'infertilité et tout de suite, donc on peut recourir à la PMA. On peut recourir donc à la PMA et comme le professeur Donfar le faisait remarquer justement, quand il y a eu des prélèvements, on fait inséminer plusieurs embryons qui peuvent devenir des embryons surnuméraires. Le reste, qu'est-ce qu'on en fait après l'insémination? Et la femme a la possibilité, ou le couple, parce que parfois ça peut être une femme seule, une femme, un couple, parce que c'est un projet parental parfois, alors on peut décider de passer à un diagnostic prénatal. Un diagnostic prénatal pour voir si justement le futur embryon ou la future personne, la personne potentielle, comme disent certains auteurs, n'a pas des maladies justement qui peuvent empêcher empêcher sa viabilité ou bien qu'il soit un enfant sain. Parce qu'aujourd'hui aussi on réclame le droit à l'enfant sain. Alors ce sont comme ça des pratiques. Il y a également des pratiques le diagnostic pré-implantatoire. Donc qui en réalité vise l'eugénisme, la sélection des êtres humains. La sélection des êtres humains. Et aujourd'hui encore, il y a des auteurs qui défendent même le clonage en s'appuyant sur la logique des jumeaux. Si on rejette le clonage, il faut bien rejeter les jumeaux. Donc aujourd'hui, il y a des chercheurs qui repoussent les limites de la science, pas du droit, et comme le docteur Donfal l'a remarqué, aujourd'hui on se rend compte que le droit est devenu un suiveur de la science. Donc nous ne serons pas surpris que demain on parle de clonage, on accouche justement parce qu'on aura choisi à partir de la sélection des caractéristiques qu'on veut pour un enfant et qu'on trouve qu'il est très beau et qu'on décide donc d'avoir la duplique de cet enfant. Donc voilà des questions aujourd'hui qui nous pousse à se demander si finalement l'animal qu'on a aujourd'hui tendance à personnifier, et le patrimoine culturel qu'on a tendance aujourd'hui à personnifier n'a pas plus de valeur aujourd'hui que l'espèce humaine. Et alors on pourrait justement suivre et se poser cette question avec cet auteur qui se demandait si on ne se dirige pas vers la fin de l'humain. Sur ce, je vous remercie.